Alors, nous revoilà maintenant pour la partie B. La partie B qui semble, on va regarder un petit peu ici, donc qui semble être un cas particulier de la partie A, où cette fois le A vaut 0. Et où là, comme ça, on regarde, on se dit, ça ressemble pas à grand-chose, hein, on voit pas de choses ultra classiques, mais ici, voyons voir comment on pouvait quand même s'en sortir. Donc là, ici, on va regarder le début. Le début est quand même une émanation une illustration du théorème fondamental de l'analyse. Hein. Donc là, ici, on attaque la partie B. La partie B, donc question 5a, justifier que la fonction h est C1. Bon, là, vraiment, on l'a déjà vu, hein, donc c'est théorème fondamental de l'analyse. Vous l'appliquez bêtement et on obtient un résultat. Et puis, du coup, le h' de x pour tout x appartenant à R, h' de x, a priori, c'est x, f de x. OK. La question B. La question B, on nous dit justifier qu'il existe alpha x et bêta x appartenant à 0x tel qu'on est la chose suivante. Bon. Là, il fallait penser à un théorème, en fait. Qu'est-ce qu'on sait sur f? F, quand on regarde, on nous dit f est une fonction définie et continue sur R à valeur dans R. OK. Bon, eh bien, il y a un théorème qu'il vous faut connaître, c'est que si f est continue sur un intervalle AB, alors f est borné sur cet intervalle. Donc ici, vu qu'on a t, notre t, ici, notre t, le t qu'on a à l'intérieur de l'intégrale, par définition, il est entre 0 et x, eh bien, pour tout t appartenant à 0x, on sait que f est continu sur 0x, donc du coup, on sait que f est borné. Et donc, on a forcément ici, f est borné sur AB et atteint ses bornes. Et atteint ses bornes. Ça veut donc dire que, en gros, pour tout t appartenant, on va même on va le rédiger différemment, et atteint ses bornes. Donc là, on va dire soit x, ici on va fixer, il est fixé déjà, soit x appartenant à R plus étoile, donc pas besoin de le réécrire, mais bon, il est fixé. On dit que f est continu sur l'intervalle 0x, donc est borné sur 0x, et atteint ses bornes. Ça, c'est assez facile à visualiser. Hein. Il y a n'importe quelle fonction entre 0 et un x. Si elle est continue, donc si on ne lève pas le stylo, voilà, on voit bien qu'ici, voilà, bon, on voit bien qu'ici, il y a un majorant, et là, j'ai fait croître, ici, enfin pas tout à fait, mais un peu, ici, le minorant, il est là. Donc là, on a notre f de, en l'occurrence ici, c'est f de 0, et là, notre majorant, il n'est pas tout à fait en f de x, il est sur un, je sais pas, on va l'appeler alpha, ici. Donc ça, c'est assez facile à visualiser. Bon, et bien ici, comment ça se traduit mathématiquement? Ça se traduit par le fait qu'il existe des réels alpha x et bêta x appartenant à l'intervalle 0x au carré, tel que on est f de alpha x qui va être plus petit que f de t, qui va être plus petit que f de bêta x, et ça, évidemment, pour tout t appartenant à 0x. D'ailleurs, attention, hein, petite remarque, attention de ne pas vous mélanger, de ne pas mettre le pour tout t avant le il existe. C'est bien le il existe tel que pour tout t. Pas la même chose
Mes élèves le savent bien, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est voilà, l'un des pièges de la rédaction sur ce genre de questions. Bon, donc une fois qu'on a ça, après, bah, c'était de la croissance de l'intégration. Hein, donc, on déroule, on utilise la croissance de l'intégration. On n'oublie pas de mentionner les conditions. Hein, continuité, borne dans le bon sens. Ici, il y avait tout un tas de questions où les bornes n'étaient pas forcément dans le bon sens, donc il fallait faire attention. Et donc, on obtient bien ce résultat. OK. La question C, alors la question C, elle était un peu plus exotique, enfin, elle ne ressemble pas à des choses qu'on voit tout le temps. Mais comment est-ce qu'on pouvait un petit peu s'en sortir? J'ai regardé ça hier soir. Donc, ici, on a notre f de alpha x. Je regarde ici notre f de alpha x. Hop. Ouais, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre x, lui, va tendre progressivement vers 0. On va faire tendre x vers 0. Et on a alpha x et bêta x. On a donc alpha x et bêta x. On a 0. Hein, ce qu'on vient de voir, c'est que alpha x, lui, est compris entre 0 et x. Et idem pour bêta x. Bêta x plus petit que x. Bon. Quand je fais tendre x vers... alors, attendez, je regarde. Limite de alpha x, eh oui. Donc, donc, du coup, la limite, quand x tend vers 0 de alpha x, par encadrement, ça va faire 0. De même, la limite de bêta x, quand x tend vers 0, ça va faire 0. Donc, du coup, vu que f, attention à l'argument ici, f est continu en 0, on a donc la limite de f de alpha x quand x tend vers 0, par valeur supérieure, qui va être égale à f de 0. Idem pour la limite de f de bêta x, quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Vous allez me dire, so what? So what? Là, ici, on voit que quand je divise, quand je calcule ça, là, ici, cette intégrale, si je reprends la question précédente, on a que f de alpha x, hein, on va faire le calcul rapidement, intégrale de 0 à x de t dt, ça fait x2 sur 2. Plus petit que l'intégrale de 0 à x de t f de t dt, qui est plus petit que f de bêta x fois aussi x2 sur 2. Donc là, je répète, hein, je suis parti de ça, et j'ai fait le calcul. Ce calcul-là et ce calcul-là, cette intégrale qui se calcule, on obtient ça. Bon, parce que là, nous, il ne faut pas oublier qu'on cherche h de x. Hein, et h de x, je le rappelle, c'est cette intégrale-là, donc c'est celle-là. Bon. Et là, ils nous disent h de x sur x2. Donc, du coup, on va diviser par x2. Quand je divise par x2, on se rapproche, hein, on obtient f de alpha x sur 2 plus petit que h de x sur x2 plus petit que f de bêta x sur 2. OK. Bon, et là, c'est là que ce que je vous ai fait en préambule va être utile. C'est-à-dire que ici, quand je fais tendre x vers 0 par valeur supérieure, on obtient que f de alpha x va tendre vers f de 0 et f de bêta x va tendre aussi vers f de 0. Donc là, finalement, par encadrement, donc théorème d'encadrement ici, théorème d'encadrement, on a bien limite de h de x sur x2 quand x tend vers 0 par valeur supérieure, qui vaut f de 0 sur 2. Voilà, question un peu atypique, mais on pouvait quand même un petit peu creuser et trouver. Le reste, ici, on pouvait faire de manière analogue, donc on l'a fait pour x à valeur positive, donc lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, il fallait le faire maintenant lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure. Et donc, attention ici,
il fallait faire attention au fait que le x qu'on va prendre, il va être négatif, appartenant à R- étoile. Ici, du coup, l'intervalle qu'on va se considérer, c'est plutôt x0 et non pas 0x. Et donc, du coup, il fallait vraiment, ici, dans cette question D, bien maîtriser le théorème de croissance de l'intégration. Donc ici, attention, on part de soit x appartenant à R- étoile et on raisonne sur l'intervalle x0. Et puis après, on arrive à s'en sortir parce que on sait que l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est égal à moins l'intégrale de b à a de f de t dt. Mais il y avait quand même un certain savoir-faire à posséder sur ce type de question. La question 6, ici, bon, on a encore une histoire de théorème fondamental de l'analyse, donc je vais pas vous le faire. Montrer que si f est une fonction paire, alors phi de f est encore une fonction paire. Donc là, ici, on avait clairement, donc là, 6, c'est théorème fondamental de l'analyse. En question 7, mais là, il y avait un petit changement de variable à faire. Ça ressemble à du ESSEC 2003 voie S, hein, pour ceux qui connaissent ce sujet, qui est un sujet qui est encore souvent donné en concours blanc dans les grandes prépas. Et donc la partie 1 est géniale, parce qu'il y a tout plein de questions d'analyse sympathiques à traiter. Et donc là, certainement, avec un changement de variable U égale moins T, on arrivait à trouver la solution pour la question 7A. Et pour la question 7B, alors phi f est encore une fonction positive. Donc là, il fallait faire attention, parce que quand on regarde phi f, rien nous dit, regardez, hein, phi f, rien nous dit que notre x ici est positif. Donc là, on va procéder par croissance de l'intégration ou positivité de l'intégration, mais on ne le fait que lorsque les bornes sont dans le bon ordre. Donc lorsque 0 est plus petit que x, mais que lorsque x est plus petit que 0, il faut permuter, et donc raisonner sur intégrale de x à 0. Donc là, une fois de plus, sur cette question, il y avait une histoire de, attention, de croissance de l'intégration. Croissance ou positivité de l'intégration. Ici, la positivité suffit, a priori, mais il fallait faire attention de bien distinguer les cas. Donc il y avait le cas où x est négatif, x positif, et puis x égale 0, où il y avait sans doute aussi un cas particulier à faire. On ne va pas faire cette question-là où il fallait utiliser, donc là, pas du tout classique. On nous donne un résultat, et du coup, après, il faut l'utiliser pour trouver la réponse. En revanche, ce résultat-là va être très utile dans la partie C. Donc, on va enchaîner avec la partie C, parce que la partie C, elle, on pouvait la faire, elle est assez liée quand même à la partie B. Donc, allons-y. Donc, partie C, hop. Dans cette partie, on pourra utiliser le résultat de la partie B. Merci. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a donc en première question, une fois de plus, des histoires de croissance de l'intégration. On repère ici que f est une fonction de répartition d'une variable à densité. Donc là, déjà, il faut quand même avoir quelques réflexes. Hein. Donc ici, on est partie C. Là, il faut avoir quelques réflexes. F, fonction de répartition, déjà, on sait que, ça va peut-être servir, on sait que f de x pour tout x, ça va être compris entre 0 et 1. Si ça peut être utile, ça. Puisque c'est une probabilité, il ne faut pas oublier qu'une fonction de répartition est une probabilité. On sait aussi, par définition d'une fonction de répartition, que la limite de f en moins l'infini, ça fait 0, et la limite de f en plus l'infini, ça fait 1. Bon, sait-on jamais. C'est une variable à densité aussi. F est la fonction de répartition d'une variable aléatoire à densité, donc on sait aussi que f est continue. Vous allez me dire, mais pourquoi il écrit tout ça? Mais on ne sait jamais. Il faut l'avoir en tête, mais
ça va peut-être être utile dans les questions qui suivent. Donc là, montrer que g de x est plus petit que f de x, là, on voit que ça va être une histoire de croissance de l'intégration, mais où il faut distinguer les cas. Ils sont sympas, ils nous donnent la distinction de cas. Lorsque x est positif, on voit bien que t va être plus petit que x, donc on peut procéder par encadrement. Et du coup, est-ce que ça va marcher là comme ça? Peut-être pas. Il faut peut-être un peu feinter. Comment montrer que g de x plus petit que f de x? Je pense que c'est plutôt dans l'autre sens. C'est qu'on va dire que f, eh oui, haha, failli m'avoir. Regardez ici, on a f, question 9. On a f, par définition aussi d'une fonction de répartition, f qui est une fonction croissante. Et donc, du coup, pour tout t appartenant à 0x, dans le premier cas, où x est positif, on a f de t qui est plus petit que f de x. Et après, je construis. Donc, t est plus petit que tf de x, je construis, et on obtient finalement que notre 2 sur x2 intégrale de 0 à x, là aussi, croissance de l'intégration, je répète, plus petit que 2 sur x2 fois f de x fois l'intégrale de 0 à x de t dt. Sauf qu'on est content, pourquoi? Parce que l'intégrale de 0 à x de t dt, ça me fait exactement x au carré sur 2 après calcul, ce qui m'annule notre 2 sur x2. Et il me reste donc f de x. Et donc on obtient bien le résultat demandé. Alors là, on est par rapport à 0 aussi. Bref, voilà ici quelles étaient les idées qu'il fallait avoir sur cette question. Celle d'après, c'est à peu près la même chose. Là, on a encore une histoire de théorème fondamental de l'analyse, où quand on fait la dérivée, on obtient en fait, dans cette question 10, donc question 10, on obtient en fait des choses de la forme U sur V. Si U, c'est l'intégrale de 0 à x de tf de t dt, et V, c'est x2, ben on a un truc comme ça. C'est-à-dire que, là, je rédige pas, je suis rapide avec vous. On a un truc de cette forme. U de x sur V de x, le 2, je peux le mettre devant, avec U de x qui est l'intégrale de 0 à x de t f de t dt, et puis notre V de x qui est x carré. Bon, et ici, savoir dériver U, c'est le théorème fondamental. Et donc après, on applique la formule, U'(V moins V'(U) sur V carré, formule de terminale, et on obtient normalement, si mes calculs d'hier soir minuit sont bons, on obtient donc 2 fois x cube f de x moins 2x intégrale de 0 à x de t f de t dt sur x puissance 4. Et donc, après simplification, on obtient 2 sur x f de x moins g de x. Voilà pour notre g prime de x. OK. La question 11. Alors, la question 11, franchement, je pense que c'est une très belle question. Question où il fallait vraiment avoir du recul, un bon self-control, et puis prendre des initiatives. Donc ici, comment faire? Donc, je répète la question ici. On considère la fonction g qui est définie de la façon suivante. Montrer que g est une densité de probabilité d'une variable v, puis que g est la fonction de répartition de v. Bon. Là, on se dit quoi? On se dit les choses suivantes. Et ben, on se dit qu'en fait, ici, ce qu'on veut montrer, on veut montrer que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de x dx égale 1. Comment faire? J'arrive, je vais fermer la fenêtre. Oui.
Alors, donc, on veut montrer que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de x dx égale 1. Mais ici, la fonction est définie par morceaux, donc on veut montrer en fait que l'intégrale de moins l'infini à 0 de g' de x dx plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de g' de x dx égale à 1. Bon. Là, on est un peu... on hésite entre deux pistes. Il y a une piste qui consiste à se dire, et moi, je n'ai pas considéré cette piste, que G', ben, je peux réutiliser la question précédente. C'est très tentant. Moi, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas creusé cette piste. Peut-être qu'il fallait la faire, en fait. Hein. Peut-être une méthode 2. Donc là, donc, première piste, hein, méthode 1. Peut-être qu'il faut se servir du fait que G' de x égale à f de x, enfin tout le résultat que je vous ai donné avant, 2 sur x, c'était quoi le résultat? 2 sur x, f de x moins g de x. J'ai pas creusé la chose. J'ai creusé une autre piste qui me semblait intéressante parce qu'elle utilise la partie précédente. En utilisant la partie B. Donc je me suis dit quoi? Je me suis dit, ici, on a un théorème qui nous dit que si limite de f égale L, alors limite de phi de f égale L sur 2 en l'infini. Idem en moins l'infini. Bon, et donc là, je me dis, mais peut-être qu'ici, il y a un rapport, parce que ici, mon f, finalement, serait mon G'. Et donc, peut-être qu'on peut s'en sortir avec ça. Donc, voyons ce que j'ai fait. Donc, j'ai considéré que nous, on cherchait à montrer. On va maintenant revenir sur la question. Hein. Donc, on se met ici. Voilà. J'ai considéré l'intégrale de x à 0 de g de t dt. Je vais essayer de chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de ce machin. Et après, je ferai la limite de l'intégrale de 0 à x quand x tend vers plus l'infini. Pour montrer que on obtient, en additionnant les deux, ça et ça, on obtient bien 1. Bon. Donc là, j'y vais. Donc limite, quand x tend vers moins l'infini de l'intégrale de x à 0, à quoi c'est égal ce truc? Donc j'y vais tranquillement. Intégrale de x à 0 de g de t dt, on nous dit que c'est l'intégrale de x à 0 de g' de t dt. Mais cette chose-là, c'est égal à la primitive de g', c'est g, c'est égal à ça. Donc c'est égal à g de 0 moins g de x. Bon. Mais g de x, c'est quoi? G de x, c'est ça. Et donc, là, ici, on sait que f tend vers 1. Il ne faut pas oublier que là, en fait, ce g de x, c'est comme notre phi. Alors, attendez, je vais le reprendre. Ça ressemble quand même à notre phi de f de x. Sauf que là, on a du 2. 2 sur x2, intégrale de 0 à x, t f de t dt. Là, ici, c'est quand même assez proche. C'est-à-dire qu'ici, on a notre petit f qui est un grand F. Et on a notre 1 qui est un 2. Bon, donc déjà, on repère que, on remarque
que g de x c'est égal à 2 fois phi de f de x. Donc déjà ça, il fallait le repérer. Bon, une fois qu'on a repéré ça, eh ben, on peut peut-être poursuivre. Parce que regardez, ici on sait que la limite de phi, la limite de f, pardon, eh oui, donc vous voyez que ce que j'avais fait tout à l'heure va être utile, ça fait 0. La limite de f, ça fait 0. Et donc, en utilisant, revoyons un peu ce théorème, en utilisant le théorème qu'on a démontré ici, hein, qui est une propriété qu'on a montré en 8, ici, on a montré que si limite de f en moins l'infini, c'est L, alors limite de phi de f en moins l'infini, c'est L sur 2. Bon, et bien donc, youpi, ainsi, d'après la question 8b, on a limite de phi de f, on va mettre de x, hein, quand x tend vers moins l'infini, qui vaut L sur 2, c'est-à-dire 0 sur 2, c'est-à-dire 0. Et donc, limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, le 2 va rien changer à l'affaire, ça nous fait 0. Bon. Et donc, on obtient que, ainsi, la limite de l'intégrale de x à 0, quand x tend vers moins l'infini, de g de t dt, on obtient, on se remet au-dessus, hein, juste si vous n'avez pas à mémoriser, on obtenait g de 0 moins g de x. Mais du coup, vu que ça tend vers 0, on obtient g de 0. On obtient g de 0. Ok, ça, c'est le premier résultat qu'on met de côté. Bon. Après, on va faire pareil. De même, on va faire pareil avec le reste. Donc, de même, qu'est-ce qui se passe? On a, pour tout x positif, hein, on va considérer maintenant l'intégrale de 0 à x de g de t dt, qui vaut l'intégrale de 0 à x de g' de t dt, qui vaut donc g de x moins g de 0. Bon, et de manière analogue, hein, on a g de x qui va tendre, donc si on fait vraiment on suit le même raisonnement, on y va, donc g de x, on se souvient que c'est 2 phi de f de x, hein, pour tout x, différent de 0, bon, et là on est sur les positifs. Et donc, comme f tend vers 1 en plus l'infini, par définition d'une fonction de répartition, on a, d'après la question 8a, cette fois, on a que phi de f va tendre en l'infini vers 1,5. Et quand on multiplie par le 2, on obtient que du coup, la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 1. Et donc, quand je reprends ici mon g de x moins g de 0, ben, on va obtenir ici que g de x tend vers 1, et donc le tout, là, l'intégrale de 0 à x de g de t dt, quand x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 1 moins g de 0. On aura, là je pense que vous commencez à sentir le côté magnifique de cette question, on aura donc limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de g de t dt, qui vaut 1 moins g de 0. Et je vous rappelle que la limite de l'intégrale de x à 0, quand x tend vers moins l'infini de g de t dt, on avait trouvé g de 0, si ma mémoire est bonne, je vérifie. Et oui, c'est ça, c'est beau. Ah, qu'est-ce que c'est beau quand même.
Là, on a quand même une question très sympathique. J'espère que vous en avez conscience de la beauté mathématique. Là, on en a une illustration. Et là, quand on additionne tout ça, parce que là, du coup, cette intégrale converge, et donc je peux écrire intégrale de 0 à l'infini. Là, cette intégrale converge aussi. Je peux écrire intégrale de moins l'infini à 0 de g de t dt. Et ça, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de g de t dt. Donc, par la relation de Chasles, on peut tout à fait additionner ces deux intégrales et on obtient que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de t dt égale à 1 moins g de 0 plus g de 0, c'est-à-dire 1. Youpi! Donc on vient de montrer que, alors évidemment, il faut dire que g est positive, continue presque partout, et l'intégrale de moins l'infini, il ne faut pas oublier les 3 points, hein. Donc les 3 points pour conclure. Donc g continue sur R privé de quelques points, et là ici privé de 0 par exemple, privé éventuellement de 0. G est positive, on l'a montré dans la question 9. Alors pardon, on a montré la question 9, excusez-moi, il faut calculer G', mais G', pardon, G', on en avait une expression, et ouais, ah bah voilà, c'est là que ça sert la question 9, la question 10 et la question 9. C'est-à-dire que pour montrer que G est positive, en fait, on utilise le fait que G', c'est égal, donc G est positive, donc ça c'est assez rapide en fait, hein, puisque G de X, c'est G' de X, c'est 2 sur X, f de X moins G de X. Et donc, si X est négatif, on a ça qui est négatif, mais ça qui est négatif aussi, d'après cette question-là. Et donc, le tout négatif fois négatif, ça fait positif. Et donc, quand X est positif, et ben bref, on y arrive, quoi. On se sert de cette question-là. Donc voilà, c'est là où on se dit, tout prend sens. Je me posais la question, mais pourquoi est-ce que je ne me suis pas servi du G' hier soir à 1h du matin? Eh bien, c'est parce qu'on s'en sert sur ce petit truc-là, G positif. Voilà. Après, il fallait servir normalement, peut-être qu'il y avait une autre piste, hein, mais c'est toujours possible. Il fallait servir de la question 8 de la partie précédente. Donc G positive, hein, blablabla, je vous laisserai le rédiger. Et puis l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de G de t dt égale 1. Donc on conclut magnifiquement que notre fonction ici, G est bien une densité de probabilité d'une variable V, puis que G est la fonction de répartition de V. Bon, ça, je vous laisserai le faire, c'est pas très dur, hein. Vous savez que la fonction de partition sur une densité, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de g de x dx, et c'est ici l'intégrale de moins l'infini à x de g de t dt, pardon. Et là, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de g' de grand G' de t dt. Et donc, on trouve tout de même assez rapidement cette question. Donc là, vraiment, question 11, c'était du lourd, clairement. Question 12, j'ai pas fait, franchement. La question 12, c'est du calcul, donc il n'y a pas de grosses surprises. Il y avait quand même des choses à aller chercher. Montrer que H1 est une densité, blablabla. Bon, là, vraiment, pareil, les 3 points, on y arrive bien. Là, c'est du calcul où on va se servir certainement de la question 11. Et donc là, c'est vraiment une application, hein, de tout ce qu'on a démontré, toutes ces questions magnifiques qu'on a trouvées précédemment. Alors, on est de retour pour cette partie D. Donc, la partie D, ici, qu'est-ce qu'il y avait de remarquable dans cette partie? Bon, ici, on avait une étude de produits scalaires. La question 13, on va voir. Donc, le sujet était quand même assez complet, hein, parce qu'on passe de la diagonalisation, après, on a de l'analyse assez fine, surtout à base de fonctions et d'intégrales. Là, on a du produit scalaire qui porte toujours sur des intégrales. Et puis après, dans la dernière partie, on va avoir des suites et du Scilab. Bref, très beau sujet cette année. Donc là, sur la question de la partie D, donc regardons un petit peu d'abord à quoi ressemblait cette partie D. Donc on a
un espace vectoriel, un produit scalaire. Ils nous disent bien, attention, E2, l'ensemble des fonctions f telles que l'intégrale de 0 à l'infini de f de x carré dx converge, qu'on se le dise. Et ensuite, on a notre phi de f qui nous est rappelée ici. Ok, sachant qu'ici on est dans les positifs. La question 13a, bon, la question 13a, hein, elle est sympathique, mais j'espère elle vous a pas trop perturbé. Elle est question qu'on pourrait donner à des bisus, hein, voire même à de bons étudiants de terminale. Donc, question 13a, on regarde juste rapidement, ça celle-là, on pouvait quand même difficilement passer à côté, donc là on est dans la partie D. 13a, qu'est-ce qu'on veut montrer en fait? On veut montrer, je vous rappelle que quand on a valeur absolue de A plus petit que B, c'est équivalent à moins B plus petit que A plus petit que B, donc ça, il ne fallait pas l'oublier, quand B est positif, hein, bien sûr. On veut montrer en fait que, déjà on va on va le faire tranquillement, que moins 1 demi de x carré plus y carré, plus petit que xy, plus petit que 1 demi de x carré plus y carré. Bon, et là, franchement, j'ai oublié la parenthèse, là franchement, on ne peut pas dire que ce soit très dur. On va d'abord considérer ce premier bloc. Ce premier bloc, on dit qu'est-ce qu'on veut montrer, donc on va trifouiller un peu cette chose-là en utilisant ce qu'on appelle la méthode des vieux, c'est-à-dire qu'on va partir du résultat et on va arriver à une évidence. Donc là, qu'est-ce que je fais? Tiens, je vais peut-être passer ça de l'autre côté. Allez, ouais, pourquoi pas. Ou alors, non, tiens, je vais multiplier par 2. Allez, ça va nous faire du bien. Vous allez voir, ça nous donne qu'on veut montrer que moins x carré plus y carré plus petit que 2xy. Voilà ce qu'on veut montrer. C'est-à-dire, allez, je vais passer les x carré, y carré de l'autre côté. Ça veut dire qu'on veut montrer que x carré plus y carré moins 2xy est positif. OK. Bon, là, je commence à voir. Hein. Ça veut dire que je vais mettre le truc au milieu. X carré moins 2xy plus y carré positif. Et ça, c'est tout simplement x moins y au carré, qui est toujours positif. Donc ça, c'est le brouillon. Et puis au propre, on remonte le brouillon. Et on dit, on remarque que x moins y au carré est positif. Donc ça, donc ça, donc ça. Trop bien. Et donc, le premier côté. Je vous laisserai faire le deuxième côté, qui est strictement la même chose, sauf qu'on obtient x plus y carré. Donc, et encore même pas. Non, je crois que c'est exactement la même chose. Donc voilà. Donc là, vraiment, question cadeau. Il n'y avait pas de difficulté. Au passage, ça nous fait penser un peu à du Cauchy-Schwarz, mais un cas simple. Mais bon, si ça vous amuse de faire un Cauchy-Schwarz sur ce cas si simple, pourquoi pas. Mais on le fera, vous inquiétez pas. Enfin, vous le ferez, parce que je n'ai pas fait cette partie qui est très calculatoire. Là, ici, on a des gros calculs, mais c'était intéressant ici de pouvoir utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec des intégrales ici. Et du puissance 1,5 qui n'est rien d'autre que la racine carrée. Donc, ils essaient de nous faire peur, mais même pas peur. Donc là, on a fait cette première question, 13A. La 13B, franchement, là aussi, on est plutôt serein. Parce qu'on nous dit quoi? Montrer que cette intégrale, donc lorsque f et g appartiennent à E2, l'intégrale de f de x, g de x est absolument convergente. Bon, voilà. Donc là, ici, pareil, on va au brouillon, on se dit c'est quoi? On veut montrer que l'intégrale de valeur absolue de f de x, g de x, dx converge. OK. Bon, sauf que, en fait, ça c'est vrai pour c'est le 13a dont il faut se servir, hein, ils nous le disent, est vrai pour tout xy, tout réel. Bon, ici, f de x est un réel, g de x est un réel. Donc en fait, ici, l'idée c'était de voir que en fait, on a f de x, g de x, qui est plus petit que 1 demi de f de x au carré, plus g de x au carré. Bon, et comme f et g appartiennent à E, on a l'intégrale de f de x carré et l'intégrale de g de x carré qui convergent.
Et donc, par linéarité de l'intégration, on a le droit de le faire dans ce sens-là, l'intégrale de la somme converge. Donc ça, attention, hein. Ici, on dit or. Donc j'aurais dit moyennement là. Hein. On est vers la fin. Or, déjà les vidéos vont être très longues. Or, f et g sont des éléments appartiennent à E2. Donc, l'intégrale de f de x carré dx et intégrale de g de x carré dx convergent entre 0 et l'infini. Hein. Voilà. Donc, du coup, par linéarité de l'intégration, on a bien que l'intégrale de 0 à l'infini de f de x carré plus g de x carré dx converge. Et donc, après, j'en déduis par critères de comparaison. Hein. Donc là, on a 0, on a bien les fonctions qui sont continues sur R+, positives. Cette intégrale-là, on vient de montrer, l'intégrale de 0 à l'infini converge, donc par critère de comparaison, on a bien l'intégrale de f de x, g de x en valeur absolue qui converge. Et donc, l'intégrale est absolument convergente. Voilà, donc là, hein, juste on conclut avec le critère de comparaison. Ok. Bon, là aussi, on ne pouvait pas passer à côté de ça, hein, montrer que E2 est un sous-espace vectoriel de E, donc j'espère que ça, vous l'avez fait. Et après, on a des questions presque culturelles, pour le coup, ici, hein, sur montrer que ce produit scalaire, cet élément-là est un produit scalaire sur E2. Bon, ça, vous l'avez certainement fait en cours, hein, intégrale de f de x, g de x. Je ne reviens pas dessus. Ça, j'imagine, vous pourrez le faire sans trop de soucis. Et puis 16, là, bon, là, c'est assez calculatoire, donc moi, je n'ai pas fait cette partie. Maintenant, j'imagine, vu le retour que m'ont fait mes élèves, c'était jouable. Hein. Je vous parlerai, donc restez jusqu'au bout de la dernière vidéo où je vous montrerai ce qu'a fait l'un de nos étudiants chez MyPrépa. Il a minuté le truc, je vous montrerai tout à l'heure, c'est assez intéressant. Donc nous, on va maintenant plutôt passer, donc, parce que là, c'était vraiment assez calculatoire hein, sur le produit scalaire. On va maintenant passer à la partie E, où il y avait des suites, des séries, du Scilab, le tout avec une difficulté assez soutenue et quelques questions très sympas. À tout de suite.